Maurice Dumoulin, Marie-Antoinette jugée par Louis XVIII. Monsieur Ernest Daudet a découvert, écrit en novembre 1798, un mémoire de Louis XVIII, sous forme de lettre à un ami, contenant prêtes à être publiées les réflexions historiques sur Marie-Antoinette, composées par le futur roi de France dans les loisirs de l'exil de Mitao. Monsieur Daudet, qui a eu communication de tous les papiers du frère de Louis XVI, a trouvé cette pièce de premier ordre dans l'enveloppe où un des secrétaires du comte de Provence l'avait insérée il y a plus de 100 ans. Le jugement d'un prince du sang sur une des reines de France les plus attaquées et les plus malheureuses, dont la postérité s'attache, comme il y a un siècle et demi, soit à reviser avec passion l'acte d'accusation tendancieuse qu'on dressa contre elle, soit à grossir avec acharnement son dossier de pièces accablantes et de témoignages à charge, c'est chose précieuse. Le mémoire de Louis XVIII est adressé à un ami, resté inconnu, au comte. C'est un sentiment de réparation qui l'a poussé à le rédiger. « Je souffre, dit-il, d'entendre toujours joindre au sentiment de pitié qu'on ne peut refuser à la malheureuse reine ce terrible mais qui détruit tout intérêt. C'est ce mais que j'attaque parce que je le trouve injuste. » Avant d'écrire, il fait son mea culpa et reconnaît que, plus qu'un autre, ayant été mal avec elle, il doit apporter son concours à l'œuvre de tardive justice. Longtemps assez mal avec elle, son amie dans les derniers temps, elle me disait beaucoup de choses, presque tout, et ne me consultait jamais. De cette manière, j'ai pu l'examiner avec soin, mais avec impartialité, parce que je n'ai eu ni à rougir, ni à me glorifier d'aucune des choses qu'elle a faites, et je pus en parler sans prévention. Malgré tout, il garde l'anonyme et ne dévoile en aucun point de son récit sa royale personnalité. Comment, après avoir été fêtée et adulée, comme le fut Marie-Antoinette dauphine, l'aversion naquit-elle contre elle, à la cour ainsi qu'à la ville? C'est la principale question que Louis XVIII se pose, et pour y répondre, il expose les raisons qu'on eut d'aimer Marie-Antoinette. D'abord sa figure et son caractère. Sa figure qui, sans être précisément jolie, était cependant une des plus agréables que l'on pût voir. Ses grâces, une affabilité dont elle avait pris l'exemple de sa mère et qui contrastait avantageusement avec l'étiquette sérieuse, même un peu triste, qui régnait à la cour. Son éloignement pour la du Barry lui fut compté pour vertu par le public, mais lui attira la haine du duc d'Aiguillon, qui s'oublia jusqu'à la traiter de coquette, et celle du cardinal de Rohan, qui avait eu le tort de la peindre au naturel dans une dépêche diplomatique qu'on ne tint pas assez secrète. Dès qu'elle le put, elle se vengea de ses ennemis. Et c'est de là qu'est née sa réputation de méchante et d'implacable. Est-ce juste ? Demanda Louis XVIII. Les motifs d'excuse qu'il donne sont assez inattendus. Sans doute elle a fait exiler le duc d'Aiguillon, à Aiguillon, très loin, alors qu'il désirait être à Véret, plus près. Mais après la mort de sa fille, Madame de Chabrian, on lui permit d'aller partout, sauf à la cour. Sans doute encore, elle empêcha qu'on le comprît dans la promotion des maréchaux de France. Mais elle ne lui enleva point sa charge de colonel général des Suisses, et la démarche, infructueuse d'ailleurs, que fit auprès d'elle le comte de Provence pour qu'on donnât le bâton à son protégé, devint le point de départ de leur solide amitié. Quant au cardinal de Rohan, « Je demanderai à ses ennemis, dit Louis XVIII, quelle est la femme qui, dans cette occasion, aurait imposé silence à son honneur aussi cruellement outragé, et quel est le mari qui souffrirait auprès de lui un homme qui non seulement aurait voulu obtenir les faveurs de sa femme, mais qui se serait vanté de les avoir obtenues? Non, elle n'était pas méchante. Témoin sa conduite dans cette chasse d'octobre 1775, où elle fit placer dans sa calèche un pauvre homme blessé par un cerf,
et le fit conduire dans sa chaumière où elle le soigna. Témoin, son intervention pour sauver la vie du général anglais Asgill, condamné à mort par le Sénat américain. Pourquoi donc la haine qui l'a poursuivi ? Ici, Louis XVIII fait preuve d'une pénétration supérieure. Quel fardeau, s'écria Louis XVI en apprenant la mort de Louis XV et en se jetant dans les bras de sa femme. Mais vous m'aiderez à le supporter. Marie-Antoinette donna à cette phrase, qui n'était que l'effusion d'une sensibilité, son sens complet. L'idée d'une femme roi n'était pas pour l'effrayer. Elle voulut imiter sa mère, et en régnant, effectivement, et en s'affranchissant de la tyrannie des coutumes. L'infortuné se trompait. Le caractère réfléchi des Allemands les empêchait d'abuser de la familiarité que Marie-Thérèse avait substituée au cérémonial. Les Français, au contraire, ne tardèrent pas à voir leur égal dans celle qui, rejetant les formalités auxquelles ils étaient habitués sous l'ancienne cour, venait sans appareil se mêler à leur jeu, à leur société. Et bientôt ils en vinrent à regarder la reine à peu près du même œil qu'ils avaient vu les maîtresses du feu roi. Mais un roi change de maîtresse. Un roi comme Louis XVI ne change pas de femme. La vertu connue de Louis XVI était un garant de la durée du crédit de Marie-Antoinette. Et lorsque le premier enthousiasme fut passé, ce peuple commença à se persuader que la reine était la cause du poids des impôts. Et bientôt l'amour fit place aux sentiments opposés. Il y eut d'autres raisons. Ses amitiés, surtout son intimité avec la comtesse Jules de Polignac, qui fut telle qu'au lieu que la comtesse fût admise dans l'intimité de la reine, ce fut la reine qui fut attirée dans la société de la comtesse. L'âpre recherche de gains et de place que montrèrent les Polignac à qui furent dispensés en peu d'années les titres, les dignités, les grâces pécuniaires, celles de la cour, acheva d'indisposer contre la reine. Il faut ajouter qu'elle avait été accoutumée, ainsi que tout le monde alors, à regarder les ressources de la France comme inépuisables, et qu'on ne peut la défendre sur le luxe personnel qu'on lui a imputé. La calomnie se déchaîna et s'attaqua surtout aux mœurs de la reine. Sur ce point, le témoignage de Louis XVIII est catégorique. Pour l'article des mœurs, je n'entreprendrai pas de nier que ses manières trop libres n'aient prêté à la censure. Marie-Antoinette fut imprudente, sans doute. Mais il y a bien loin de là à être criminelle, et je ne crois pas que personne au monde puisse prouver qu'elle l'ait été. La haine se précisa lorsque Marie-Antoinette prit le pouvoir, car un des points les plus curieux du mémoire de Louis XVIII est l'aveu du gouvernement personnel de la reine pendant une certaine période. Son crédit ne fut entier, dit-il, que bien longtemps après la mort du comte de Maurepas, et je n'hésite pas à le dire, il eût été heureux pour la France qu'il le fût devenu plus tôt. Cette allusion vise la guerre d'Amérique à laquelle la France n'aurait pris aucune part si Marie-Antoinette eût été toute puissante. Elle fut une adversaire déterminée de l'intervention française. Les 16 mois qui suivirent le mois d'avril 1787, avoue Louis XVIII, furent véritablement le temps du grand crédit de la reine. Cette phrase constitue une preuve qui n'avait pas encore été fournie du pouvoir personnel de Marie-Antoinette. Ce pouvoir, elle l'exerça en imposant le choix de Loménie de Brienne comme Premier ministre, en le soutenant contre les coalitions qu'avaient fait naître son outrecuidance et son incapacité, et en le consolant de sa chute par l'octroi du chapeau. Il est fâcheux que Louis XVIII n'ait pas examiné avec autant de détails les actes de ces 16 mois de pouvoir qui nous mèneraient jusqu'aux dates critiques de mai-septembre 1789. Nous aurions ainsi des éclaircissements sur un des points les plus ignorés de la vie publique de la reine. Il n'en cite, en dehors du cas de Loménie, que 2 autres exemples qui sont à son honneur. Son intervention en 1788, lorsque Joseph II, son père, réclama l'aide de la France en vertu du traité de 1756 contre la Turquie, avec qui il était en guerre. Intervention qui fut décisive pour empêcher la France de commettre une grave faute diplomatique, et son attitude vis-à-vis de Necker. La reine, dit Louis XVIII, qui savait bien que M. Necker pourrait à peine souffrir d'avoir le roi lui-même pour supérieur,
et qui ne voulait pas avilir sa propre dignité, se retira alors des affaires. Elle préféra s'éloigner plutôt que d'entrer en conflit avec un ministre qu'elle n'aimait pas, et qu'à la suite de la chute de l'Oménie, les exigences de la situation politique avaient forcé de rappeler au pouvoir. Dès lors, la reine n'assista plus comme par le passé aux conférences des ministres, et ne s'occupa plus que de ses soins maternels. Et Louis XVIII termine ainsi son jugement sur Marie-Antoinette. « Je n'ai voulu que payer ma dette envers la postérité, en lui faisant voir l'infortunée Marie-Antoinette telle qu'elle était. J'ai défendu son caractère que l'on peint méchant et qui était bon, généreux, bienfaisant. Je n'ai point flatté ses fautes, mais j'ai fait voir que les unes ne sont pas prouvées et que les autres sont excusables. C'est en résumé le jugement d'ensemble auquel est arrivée la jeune école historique à force de méthode et de recherche. Et il n'est pas sans intérêt de voir la synthèse d'historiens comme messieurs de Nolhac et Boutry, confirmée par Louis XVIII lui-même, sur qui Marie-Antoinette porta ce terrible jugement. Il a le caractère faible, joint à une marche souterraine et quelquefois très basse.